Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'intégrale 1973-1977 d'Howard le Canard, avec notamment les sublimissimes dessins de Gene Colan. Howard le Canard est un personnage cultissime qui a pendant très longtemps arpenté les comics Marvel. Vous l'avez peut-être découvert à travers un film des années 80 et vous le connaissez peut-être à travers ses apparitions dans les films Marvel Studios, notamment Gardiens de la Galaxie. C'est un personnage qui était très demandé. Cette intégrale fait partie des comics qui pendant très longtemps ont été réclamés à corps et à cri par des hordes de fans en furie, et voici qu'il est enfin disponible, donc réservez-lui bien entendu le plus beau des accueils. Howard le Canard, c'est donc un personnage de comics qui est apparu dans les années 70, sorte de personnage à la fois parodique mais comics d'aventure, mélange entre Conan le Barbare et Donald Duck si vous voulez, beaucoup de second degré, beaucoup d'humour et surtout le souvenir pour beaucoup de fans d'un comics de légende. Ceux qui n'ont pas eu les différentes éditions qu'il a pu y avoir par le passé, ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait rien eu, se réjouiront de la sortie de cette intégrale. On va tout de suite regarder un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quelque chose de très très intriguant. On trouve des grands noms comme Gene Colan, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi Gene Starlin, John Buscema, Sal Buscema, mais également Steve Gerber dans ce récit, et on va pouvoir découvrir un petit peu ce personnage apparu dans les pages de Man-Thing, sa première apparition, épisode numéro 19. Il est jaune, il n'est pas encore blanc, il n'a pas son look définitif, mais c'est sa première apparition dans un comics qui est très qui ressemble évidemment à des choses qu'on a pu voir autour de Conan le Barbare, etc. Dans l'épisode Man-Thing numéro 1, qui est la suite directe de ce qu'on vient de voir, nous découvrons ce personnage qui n'a pas le rôle principal, mais qui attire le regard. Et comme souvent, quand il se passe quelque chose chez Marvel, très vite le personnage a droit à ses propres aventures. Alors, dans Giant Size Man-Thing et dans tous ces numéros, vous voyez, il apparaît dans quelques pages. Là, il est un petit peu moins dans les tons jaunes, il est beaucoup plus proche du look qu'on lui découvrira plus tard. Et donc, dans ces récits, le personnage prend corps et commence à devenir évidemment un personnage à part entière et à avoir sa propre personnalité, poussé certainement à l'époque par des ventes prometteuses et un courrier des lecteurs dithyrambique. Ce personnage a eu droit à plusieurs apparitions dans différentes backup stories de Man-Thing, donc puis là on voit que Dracula est là, donc il était un petit peu autour des personnages surnaturels à l'époque. Et voici donc le premier numéro de Howard le Canard, qui a enfin droit à sa série. Bien entendu, c'est totalement intégré, vous l'aurez compris, à l'univers Marvel, puisque Spider-Man va faire une apparition. Il va délivrer une princesse en détresse qui ressemble beaucoup à Red Sonja, mais a priori ce n'est pas Red Sonja. Peter Parker est envoyé en mission de son côté, ils vont croiser leur chemin. Donc dans ces premiers numéros, il y a un petit côté Conan le Barbare, il y a un côté parodie, il y a un côté Cerebus aussi. Cerebus, le personnage de Dave Sim, qui a eu droit à quelques albums en version française, mais le succès n'a jamais été au rendez-vous. Et je crois que l'édition n'est jamais allée au bout de ce personnage, Cerebus. Vous connaissez peut-être, personnage qui pendant longtemps a eu le record de nombre d'épisodes de numéros indépendants, puisqu'il y en a eu plus de 300. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça que Howard le Canard, Howard the Duck, représente et synthétise. Donc voilà, un mélange de science-fiction, un mélange, et puis alors toujours ce côté hyper sexy qu'on retrouve aussi dans le film, le film qui était un bon nanar et qui est ressorti il n'y a pas si longtemps, je crois, en Blu-ray. Il y a toujours eu un côté donc très sexy, mais bon, c'est l'époque qui voulait ça. Et ce personnage en couleur qui arrive également à séduire par son charisme, par sa tchatch et par sa gouaille et son courage surtout. À partir de cet épisode, on change de dessinateur puisque c'est c'est John Buscema
avec Steve Layola à l'ancrage qui nous régale. J'adore ce type de case. John Buscema, dessinateur de légende, qui a tout fait, hein, Silver Surfer jusqu'à Wolverine dans les années 90, hein, les épisodes de John Buscema, on s'en souvient, ils sont magnifiques. Et là, c'est là qu'arrive à partir du numéro 4, Monsieur Gene Colan a noté que l'épisode ne coûtait que 25 cents, rendez-vous compte. Imaginez, vous allez en bas de chez vous acheter des trucs à la supérette et vous avez des racks avec des comics à 25 cents. Alors ok, 25 cents en 1972 ou 73, c'était, voilà, ça valait plus, c'est-à-dire c'est l'équivalent de quelques euros aujourd'hui. Mais quand même, 25 cents, c'était vraiment pas cher, quoi. C'était une petite pièce, quoi, un quart de dollar. Un quarter dollar. Pareil, Gene Colan au dessin, toujours. Ce soin particulier, ce dessin magnifique. Alors Gene Colan, hein, évidemment, c'est Captain America et c'est surtout le tombeau de Dracula. Donc si vous avez les 3 omnibus du tombeau de Dracula, vous êtes familier du style de Gene Colan. Il a fait du Daredevil, bien entendu. C'est un pilier de chez Marvel. Une légende, un dessinateur qu'on a vraiment aimé. Un dessinateur qui nous a vraiment émerveillé tout au long de sa carrière et qui nous a quittés il y a quelques années, comme beaucoup d'auteurs, mais qui laisse derrière lui à la fois une carrière et puis des pages tout simplement magnifiques. Regardez la profondeur de champ, regardez le sens de la mise en scène, regardez la qualité des dessins, des perspectives, des plans. Non, Gene Colan, c'est absolument ce que l'industrie nous a offert de mieux et c'est un dessinateur qui a à tout jamais laissé sa marque dans la légende et dans les comics Marvel. Il a tout à fait sa place au panthéon des très grands auteurs. Vraiment, il fait partie de ces magnifiques artistes. Alors, on le voit, il y a des personnages de l'Escadron Suprême, il y a la Valkyrie, il y a Hulk et le Docteur Strange qui font des apparitions parce que souvent, chez Marvel, tout est lié. Donc, même si le personnage a l'air très en marge de tout ce qui se fait chez Marvel, de temps en temps, c'est bien de faire des crossovers. Et là, il récupère notamment les attributs et la cape de Doctor Strange. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait énormément. Je pense à la série clandestine, vous savez, de Alan Davis qui était sortie, qui avait commencé de son côté. Et puis très vite, ils avaient un peu raccroché à tout ce qui est... reste du monde Marvel. Ils allaient à New York, ils croisaient Spider-Man, etc. Épisode 8 avec cette couverture mythique qui est absolument superbe. Elle est très belle cette couverture, il faut dire. On se régale. Couverture superbe évidemment, mais aussi des dessins assez flamboyants et un travail pour regardez les compositions. C'est vraiment très joli et c'est vraiment quelque chose de formidable. Gene Colan fait un travail merveilleux. Je le ressouligne parce que je suis émerveillé à chaque page. Et d'ailleurs, clairement, je trouve que la série gagne en intérêt à l'arrivée de Gene Colan, même si l'épisode de John Buscema est magnifique. C'est Gene Colan, l'âme d'Howard le Canage. Alors, cette couverture est un peu pixelisée, c'est un peu dommage, mais bon, de temps en temps, c'est des vieux comics, donc on n'a pas toujours les fichiers, et je pense que chez Panini et chez Marvel, ils font ce qu'ils peuvent, et celle-là aussi, cette page est un petit peu en dessous, mais bon, ça va, c'est à la marge, on est vraiment sur des choses tout à fait acceptables et acceptées. Donc, personnage, en plus, plus on avance dans l'histoire, plus... on voit à quel point le personnage de Howard le Canard est maîtrisé par son auteur et Gene Colan enchaîne les épisodes de la plus belle des façons avec toujours cet ancrage de Steve Layola qui est un encreur absolument magnifique et qui vraiment, vous savez en anglais il y a le terme embellisher, quoi, c'est de l'embellissement. Voilà, et clairement on est dedans, il embellit le travail avec ces aplats de couleurs qui ont été refaits évidemment parce que avant c'était, vous savez, il y avait des petits points. Donc il y a Kiss, rendez-vous compte, Kiss qui vient faire un crossover. Alors je crois que Marvel a édité du comics Kiss à une époque, McFarlane en a fait après. Il y a une grande histoire. Les membres du groupe Kiss sont fans de comics. Kiss est une marque, hein. Il y a des t-shirts, il y a vraiment énormément de choses en licence et les comics sous licence ont toujours fait partie de l'univers du groupe Kiss, hein. I was made for loving you, bien entendu. Voilà, donc on se régale de ces pages magnifiques et de ce trésor avec un caméo. Il fallait le faire de Adolf Hitler à la fin. On n'était pas prêt. Voilà. Regardez le crayonné
de Frank Brunner qui fait les premiers numéros de Howard the Duck. Et après, l'ancrage de Steve Leiel. Alors, regardez l'apport de l'encreur qui n'est pas juste qu'un encreur. C'est vraiment quelqu'un qui va... Regardez là, typiquement, là, il a fait un soleil qui est là, enfin une lune, et avec juste des traits. Et là, regardez le travail d'ancrage pour rendre ça magnifique. Les encreurs, on ne souligne pas assez leur travail, mais ils sont vraiment des gens exceptionnels et talentueux. Et quand ils sont bons, alors il y a beaucoup de bonus à la fin. C'est rare qu'il y ait autant de bonus dans les intégrales. Dans les omnibus, on a l'habitude. Mais là, il y en a beaucoup. Et c'est super chouette. Et il y a même des... Alors ça, c'est des couvertures qui ont été recolorisées à l'époque moderne. Et ben, c'est pas forcément ce que je préfère. Oh, Frank Shaw. Magnifique. Ouais, je connaissais absolument pas ce dessin de Frank Shaw. Très joli. Une interview de... Alors, c'est sorti en omnibus aux États-Unis. Nous, Panini a choisi les intégrales. Il y a des choix comme ça qui s'opèrent, certaines séries qui sortent en omnibus et d'autres en intégrale. Les New Warriors, c'est en intégrale. Les Thunderbolts, c'est en omnibus. Mais l'important, c'est d'avoir été entendu et écouté. Et l'important, c'est de faire en sorte que ces comics soient disponibles. Ils le sont. Et ça, c'est une formidable nouvelle parce que je sais à quel point ils sont attendus par un grand nombre de lecteurs. Donc, régalez-vous. Cette intégrale, elle est pour vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et merci d'avoir regardé ce page à page. Salut.